Monsieur Henderson lut l'insulte finale de mon père sans lever les yeux du papier. De l'autre côté de la table, ma sœur, Selena, n'avait pas l'air triste. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Elle a sorti son téléphone, a appuyé sur enregistrer et a pointé la caméra droit sur mon visage, attendant que je m'effondre. Ma mère, Cynthia, a couvert sa bouche feignant le choc, mais j'ai vu ses yeux parcourir les documents, calculant déjà comment dépenser l'argent qu'elle pensait que j'étais sur le point de perdre. Elle pensait que c'était le moment où je serais détruite. Elle me voyait trembler et supposait que j'étais terrifié par la vérité. Mais sous la table, mes mains étaient stables. Je ne tremblais pas de peur, je tremblais parce que je savais quelque chose qu'elles ignoraient. Ce n'était pas moi qui marchais dans un piège, c'était elle. Avant de vous montrer le morceau de papier qui a détruit la vie de ma mère en 3 secondes, laissez un commentaire, d'où regardez-vous? Et avez-vous déjà eu un secret qui pourrait réduire toute votre famille en cendres? Monsieur Henderson, balbutiai-je, laissant ma voix se briser juste assez pour paraître pathétique. Pouvons-nous régler cela sans le test? Je ne veux pas traîner le nom de papa dans la boue. Je me suis affaissé dans ma chaise, enroulant mes bras autour de moi comme une enfant effrayée. Pour elle, je ressemblais à une femme sur le point de tout perdre. Elle voyait une ratée de 30 ans qui avait passé les 5 dernières années à essuyer du vomi et à changer des couches pour adultes. Elle ne voyait pas Brittany, l'expert comptable judiciaire qui avait passé une décennie à auditer des sociétés écrans et à traquer des actifs dissimulés pour des inculpations fédérales. Elle voyait le masque, pas l'auditrice. Selena renifla, un son aigu ailé dans la pièce silencieuse. « Oh, s'il te plaît. Maintenant elle se soucie du nom de papa. Tu es juste terrifié parce que tu connais la vérité. Tu es une erreur génétique, Brittany. Un mauvais investissement que papa a finalement décidé de passer par perte et profit. » J'ai regardé ma mère, la suppliant du regard. « Maman, s'il te plaît. Nous n'avons pas besoin de faire ça. La succession vaut 2,4 millions de dollars. Mettons-nous d'accord pour la diviser en 3 parts. Nous brûlons le test. Nous repartons toutes avec 800 000 dollars. C'est assez pour tout le monde. » C'était l'appât parfait. Je leur offrais la sécurité. Je leur offrais une victoire garantie. Une personne rationnelle aurait pris l'argent, mais je n'avais pas affaire à des personnes rationnelles. J'avais affaire à des narcissiques qui avaient passé des décennies à construire un trône sur mon dos. C'est ce que nous appelons dans l'industrie le « coût irrécupérable de l'avidité ». Ce n'était plus seulement une question d'argent. Pendant 30 ans, Cynthia et Selena avaient tout investi dans un récit spécifique, quelles étaient la royauté de cette famille, et que j'étais la servante. Accepter un règlement, accepter une part égale, signifierait admettre que j'étais à leur niveau. Cela signifierait liquider leur ego, et c'était un coût qu'elles ne pouvaient tout simplement pas se permettre de payer. Elles ne voulaient pas seulement gagner, elles avaient besoin que je perde. Cynthia m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai vu l'avidité lutter avec la prudence. Puis, elle s'est penchée vers Selena. Elle a chuchoté assez fort pour que le microphone sur la table le capte, mais assez doucement pour penser que je ne pouvais pas entendre. Signe-le. James était dans un plâtre complet à l'hôpital pendant 6 semaines le mois où elle a été conçue. Il est physiquement impossible qu'elle soit de lui. Elle bluffe. C'était son atout majeur. Un faux souvenir, un fait biologique dont elle s'était convaincue de la véracité pour dormir la nuit. Elle ne jouait pas. Dans son esprit, elle pariait sur une course truquée. Cynthia se redressa, son visage se durcissant en un masque de supériorité. Absolument pas. Les souhaits de ton père étaient clairs. Il voulait que sa famille biologique hérite. Si tu n'es pas de lui, tu ne mérites pas un centime. Nous rejetons ton offre. Alors que voulez-vous, demandai-je, regardant mes mains pour cacher le calcul dans mes yeux. Nous voulons une stipulation, dit Selena, se penchant en avant, les yeux brillants de malice. Le gagnant rafle tout. Si le test ADN prouve que tu n'es pas de papa, tu as 0. Tu déménages de la maison immédiatement. Tu nous laisses tranquilles pour toujours, et la totalité des 2,4 millions de dollars nous revient. Monsieur Henderson me regarda par-dessus ses lunettes. Brittany, comprenez-vous ce qu'elle demande? Si vous signez ceci et que le test est négatif, vous partez sans rien. Je pris une respiration tremblante. Si c'est ce qu'il faut pour prouver que je suis sa fille. Très bien, je signe.
Monsieur Henderson tapa la stipulation. L'imprimante ronronna dans le coin, le seul son dans la pièce. Il fit glisser le papier sur la table en acajou. Cynthia signa avec fioriture. Selena signa avec un gribouillage déchiqueté et agressif. Je pris le stylo. Ma main tremblait, mais pas de peur. C'était la vibration d'un piège qui se refermait brutalement. Je signai mon nom. C'est fait, dit Cynthia, tendant la main vers le dossier. Maintenant, quand pouvons-nous programmer ce test? Je posai le stylo. La comédie était terminée. J'arrêtai de m'avachir. J'arrêtai de trembler. Je levai les yeux et, pour la première fois ce jour-là, je les laissai voir mes vrais yeux. Monsieur Henderson appuya son tampon de notaire sur le document. Le bruit sourd résonna contre les murs de verre comme un marteau frappant un bloc. Le contrat était légal, contraignant et irréversible. Pendant que l'encre séchait, je regardais Selena de l'autre côté de la table. Elle vérifiait son reflet dans l'écran noirci de son téléphone, ajustant une mèche de cheveux rebelles. Elle avait l'air parfaite, reposée, dispendieuse. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait passé les 5 dernières années à Tulum et Bali à organiser un flux de retraite de bien-être et d'ondes positives, alors que je me noyais dans une mer d'antiseptiques et de fluides corporels. On dit qu'on ne peut pas mettre un prix sur le devoir familial. Je ne suis pas d'accord. En tant qu'expert comptable judiciaire, je mets un prix sur tout. J'ai fermé les yeux une seconde, et l'odeur m'a frappé. Pas le cuir du cabinet d'avocat, mais la puanteur fantôme de l'eau de Javel et de la pourriture qui s'était accrochée à ma peau pendant 1800 jours. Je me souvenais des réveils à 3 heures du matin pour retourner mon père afin qu'il n'ait pas d'escar. Je me souvenais du son de la pompe de la sonde d'alimentation, un clic mécanique rythmé qui est devenu la bande sonore de mon insomnie. Je me souvenais de la façon dont il me criait dessus quand la démence prenait le dessus, me traitant de voleuse, d'étrangère, de fardeau, pendant que j'essuyais le vomi de son menton. Où était Cynthia à ce moment-là? Elle était à des séminaires de bien-être à Sedona, dépensant la pension de papa en thérapie par les cristaux pour protéger son énergie de sa maladie. Où était Selena? Elle postait des souvenirs de « fille à papa » sur Instagram pour des likes, les légendant avec des émojis cœur, pendant que je me disputais avec les experts en assurance au sujet du coût des couches pour adultes. Elle me regardait maintenant avec mes épaules affaissées, mon chignon désordonné et mes cernes, et elle voyait une défaite. Elle voyait une femme qui avait gâché ses meilleures années à être une bonne. Elle ne comprenait pas que je n'avais pas seulement nettoyé les dégâts, je les avais audités. Je n'avais pas quitté mon emploi d'auditeur judiciaire principal dans un cabinet de premier plan parce que j'étais molle, ou parce que je n'avais rien d'autre à faire, comme papa aimait le dire aux voisins. J'avais démissionné parce que je savais que si je n'étais pas là pour surveiller l'argent, Cynthia aurait vidé les comptes avant même que le cancer ne l'emporte. Je suis resté pour protéger l'actif. Je suis resté parce que je savais qu'un jour, ce moment viendrait. J'ai regardé ma mère. Elle souriait maintenant, une petite expression serrée de victoire. Elle pensait qu'elle venait d'assurer sa retraite. Elle pensait que les années de négligence, les années à me traiter comme une aide embauchée qu'elle n'avait pas à payer, étaient sur le point de payer. Elle ne savait pas qu'à chaque fois qu'elle se moquait de moi parce que j'étais célibataire, parce que je vivais dans cette maison, parce que je n'avais pas de vie, j'ajoutais une ligne à un grand livre mental. Chaque insulte était un débit. Chaque anniversaire manqué était un intérêt. Ces 2,4 millions de dollars n'étaient pas un cadeau. Ce n'était pas une aubaine. C'était un rappel de salaire. C'était une indemnité de départ. C'était la facture pour 5 années d'esclavage, et j'étais enfin prêt à encaisser. Monsieur Henderson, dis-je, ma voix abandonnant le tremblement, se lissant pour adopter le ton froid et professionnel que j'utilisais lorsque je témoignais dans des affaires de fraude fédérale. Cynthia fronça les sourcils, la confusion vacillant derrière ses yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire, je n'ai pas besoin d'une semaine pour obtenir un test ADN, dis-je en plongeant la main dans mon sac fourre-tout. Je me suis préparé pour cela. J'ai mis la main dans mon sac, mais je n'ai pas sorti un mouchoir pour essuyer mes larmes. J'ai sorti une lourde enveloppe de couleur crème scellée avec du ruban de sécurité rouge. Je l'ai fait glisser sur la table en acajou jusqu'à ce qu'elle repose directement devant Monsieur Henderson. Monsieur, dis-je, ma voix stable et dépourvue du tremblement que j'avais simulé 5 minutes plus tôt. Ceci est un rapport certifié du médecin légiste, notarié ce matin à 8 heures.
Il contient une analyse génétique complète comparant mon ADN, l'ADN de Selena et les échantillons post-mortem prélevés sur mon père lors de son autopsie. Monsieur Henderson regarda l'enveloppe, puis moi. Il vit le changement. Les épaules affaissées avaient disparu. La peur avait disparu. Il prit l'enveloppe, fendit le seau avec son ouvre-lettre et sortit les documents. La pièce était silencieuse, hormis le bourdonnement de la climatisation. Le sourire de Cynthia vacilla. Selena abaissa légèrement son téléphone, le front plissé par la confusion. Elles attendaient qu'il le rejette, qu'il me dise que j'étais désespéré. Monsieur Henderson lut la première page. Il passa à la seconde. Puis il retira lentement ses lunettes de lecture et regarda ma mère. Ce n'était pas un regard de sympathie. C'était un regard d'horreur professionnelle. Ce regard était toute la validation dont j'avais besoin. Maintenant, dis-je en me levant. Laissez-moi vous montrer ce qu'il lit. Je sortis mon ordinateur portable de mon sac et le connectai au câble au centre de la table. Le grand écran sur le mur s'anima. Diapositive 1, dis-je. L'écran afficha un simple graphique à barres. Sujet A, Brittany. 99,998% de correspondance paternelle avec James. Je suis la fille biologique de James, dis-je en regardant directement Selena. Le test que vous avez exigé? Je l'ai réussi. L'erreur génétique? Ce n'était pas moi. Cynthia laissa échapper un souffle, un son aigu et mince. Elle pensait être en sécurité. Elle pensait que le pire scénario était que nous partagions l'argent. Elle avait oublié le contrat qu'elle venait de signer, le gagnant rafle tout. Mais papa ne voulait pas seulement savoir si j'étais de lui, continuai-je en cliquant sur la touche suivante. Il voulait sécuriser la lignée. Donc, en tant que son mandataire médical, j'ai autorisé une comparaison familiale complète. Diapositive 2. Le graphique à l'écran s'effondra. Sujet B, Selena. 0,00% de correspondance paternelle avec James. Selena laissa tomber son téléphone. Il heurta la table avec un craquement. Qu'est-ce que c'est? Chuchota Cynthia, son visage se vidant de sa couleur jusqu'à ce qu'elle ressemble à une figure de cire. C'est faux. Tu as falsifié ça. Monsieur Henderson tient l'original certifié, dis-je froidement. Je cliquai sur la touche finale. Diapositive 3. Deux photos apparurent côte à côte. À gauche, une photo spontanée de Selena tirée de son Instagram. À droite, une photo d'identité d'un homme provenant d'un annuaire hospitalier vers 1995, le docteur Julian Croft, l'ancien patron de Cynthia. La ressemblance n'était pas seulement proche, elle était indéniable. Les mêmes yeux encapuchonnés, le même menton fuyant, le même nez légèrement tordu que Selena avait dépensé $5000 pour essayer de corriger avec des produits de comblement. Il s'avère, dis-je, ma voix remplissant le silence de mort de la pièce, que la biologie se fiche de ton récit, maman. Selena n'est pas une Morgane. Elle ne l'a jamais été. Et selon le document que vous venez de me forcer à signer, elle n'hérite absolument de rien. Très bien, dit Cynthia, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de panique. Elle repoussa le dossier loin d'elle comme s'il était radioactif. Garde la succession. Garde la maison. Garde les actions. Je m'en fiche. Elle redressa sa colonne vertébrale, lissant le devant de son chemisier de créateur, essayant de reconstituer le masque de la veuve éplorée. La police d'assurance vie est séparée. C'est un versement d'1 million de dollars, et je suis la seule bénéficiaire nommée. Le testament ne touche pas à ça. Ce projet scientifique ridicule non plus. Elle regarda M. Henderson, désespéré d'obtenir une validation. Dis-lui, Charles. L'assurance est à moi. M. Henderson ne répondit pas. Il me regardait. Je laissai échapper un rire bas et sans humour. C'était le son d'un auditeur judiciaire regardant un président-directeur général essayer de déchiqueter des documents alors que le FBI est déjà dans le hall. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, demandai-je en me penchant en arrière dans ma chaise. Tu penses que papa a demandé ce test ADN parce qu'il doutait de moi. Maman. Papa savait que j'étais de lui. Il voyait son propre visage dans le miroir chaque fois qu'il me regardait. Il n'a pas exigé ce test pour prouver qui j'étais. Il l'a exigé pour prouver qui tu es. Les yeux de Cynthia se plissèrent. De quoi parles-tu?
Le contrat de mariage, dis-je. Je l'ai lu. Papa ne pouvait pas divorcer de toi tant qu'il était en vie parce que l'accord prénuptial que tu as signé il y a 30 ans n'avait pas de clause d'infidélité. S'il te quittait, tu aurais pris la moitié de son entreprise et la maison. Il était piégé. Alors, il a construit un cheval de Troie. Je tapotai à nouveau la touche de l'ordinateur portable. Un nouveau document apparut à l'écran. C'était une copie scannée de la police d'assurance vie, datée de 1994. Papa n'a pas mis à jour son testament pour me blesser, expliquai-je, ma voix clinique. Il l'a fait pour créer un déclencheur juridique post-mortem. Voilà section 8, paragraphe C. C'est une clause standard de turpitude morale courante dans les polices de grande valeur des années 90. Si le bénéficiaire principal s'est avéré avoir engagé des pratiques trompeuses concernant la structure fondamentale de l'union domestique, spécifiquement la fraude à la paternité, la police est annulable. Cynthia se leva, ses jointures blanches contre la table. Tu ne peux pas prouver que cela s'applique ici. Cela prend des années de litige. Ce serait le cas, convins-je, si je n'avais pas déjà faxé le rapport du médecin légiste et l'analyse ADN supplémentaire à l'unité des enquêtes spéciales de l'assureur à 8h05 ce matin. La couleur quitta le visage de Cynthia si vite que je crus qu'elle allait s'évanouir. J'ai signalé la demande pour fraude, maman, dis-je doucement. Le paiement est gelé. Personne n'aura ce $1 million aujourd'hui ou demain. Peut-être jamais. Tu as dénoncé ta propre mère, chuchota TL. J'ai signalé un crime, corrigeai-je. Tenter de réclamer une prestation conjugale tout en dissimulant une fraude à la paternité est un crime dans cet État lorsque la somme dépasse $100 000. Donc, voici ta situation. La compagnie d'assurance va ouvrir une enquête. Ils vont assigner ces dossiers. Ils vont interroger la famille du Dr Croft. Et si tu te bats contre cela, tu ne perdras pas seulement l'argent. Tu iras en prison fédérale. Je fis glisser une seule feuille de papier sur la table. C'était une renonciation d'intérêt, dis-je. Tu signes ceci. Tu renonces à ta réclamation sur la police d'assurance. L'argent revient par défaut au bénéficiaire contingent, le seul enfant biologique. Moi. L'enquête s'arrête. Tu pars sans rien. Mais tu pars libre. Cynthia regarda la renonciation comme si c'était un piège, parce que c'en était un. Monsieur Henderson ne lui offrit rien d'autre que le silence, et Selena resta rigide, les yeux fixés sur le mur comme si elle avait déjà décroché. La pièce semblait plus petite à chaque respiration. Ce n'était plus une dispute familiale, c'était un levier, et c'était moi qui le tenais. Signe-le, dis-je, ou je rappelle l'enquêteur et je lui dis que tu contestes. Sa signature sortit tremblante et réticente, le stylo grattant comme une reddition. Elle fit glisser le papier vers moi avec des mains tremblantes, ressemblant soudainement moins à la femme qui dirigeait la maison et plus à quelqu'un qui en était forcé de sortir. Je vais prendre l'acte de propriété maintenant, dis-je en rangeant la renonciation. Monsieur Henderson me tendit le dossier de propriété. Ce n'était pas lourd dans mes mains. Cela semblait définitif. Nous avons terminé, dis-je en me tournant vers la porte. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Tout ce qui est laissé derrière sera donné. Je pensais honnêtement que c'était la fin, que la loi et la logique avaient fermé la porte. Mais le moment le plus dangereux avec un narcissique n'est pas quand vous prenez son argent, c'est quand vous prenez son masque. Selena bougea si vite que cela s'enregistra à peine. Une seconde elle était immobile, la suivante, elle bloquait la sortie, le dos contre la vitre, les yeux écarquillés et d'une brillance énervante. Tu penses que tu peux juste partir comme ça, chuchota TL. Ce pic, le passage de la panique à la rage, a un nom, une explosion d'extinction. Lorsque le contrôle cesse de fonctionner, la personne ne se calme pas. Elle escalade. Elle ne négocie pas. Elle brûle. Bouge, dis-je en resserrant ma prise sur mon sac. Non. Puis elle sourit froidement, délibérément, comme quelqu'un s'engageant à faire des dégâts. Elle créa le chaos exprès, renversant des choses, donnant à la pièce un aspect violent. Puis elle leva son téléphone et lança un direct. À l'aide. Que quelqu'un appelle le 911, hurla-t-elle, portant sa voix à une terreur parfaite. Elle tourna la caméra vers moi. Pour des milliers de spectateurs, je ressemblais exactement à la méchante, silencieuse, debout là avec un sac, ne réagissant pas. Selena cadra le désordre, son apparence déchirée,
Les objets cassés construisant une histoire en temps réel. Les commentaires affluèrent. L'indignation se multipliait à la seconde. Elle n'essayait pas seulement de m'empêcher de partir. Elle essayait d'effacer mon avenir, mon travail, mes références, ma réputation. Parce que si elle ne pouvait pas garder la maison, elle se contenterait de ruiner la personne qui le pouvait. Je n'ai pas attrapé le téléphone. Je n'ai pas crié. J'ai regardé sa performance comme un auditeur regarde quelqu'un détruire des documents qui ont déjà été sauvegardés. Puis j'ai coupé court. Calme, précise. Selena, regarde en haut. Elle continua de gémir. Regarde en haut, répétai-je en pointant le coin près du plafond. Une petite caméra dôme était là, à peine perceptible sauf pour la lumière rouge constante. Tu as oublié où nous sommes, dis-je. C'est une salle de déposition. Enregistrement de qualité homologué, vidéo et audio. Ça tourne depuis que nous sommes entrés. Son visage se vida. Son téléphone s'abaissa d'un pouce, et sur son direct, le ton changea. Les gens commencèrent à demander pourquoi il y avait une caméra de sécurité, pourquoi je ne me défendais pas, pourquoi son histoire ne correspondait pas à mon immobilité. Je me tournai vers Monsieur Henderson. Avez-vous passé l'appel? J'ai appelé le 911 au moment où les choses ont escaladé, dit-il. Ils sont déjà dans le bâtiment. L'ascenseur monte. Selena trébucha en arrière, essayant de sauver la mise. Je vais l'effacer. Je vais arrêter le flux. Tu ne peux pas effacer la sauvegarde du serveur, dis-je. Et tu ne peux pas effacer ce que tout le monde vient de regarder. Les portes s'ouvrirent. 3 officiers entrèrent et évaluèrent la scène instantanément, le désordre, l'hystérie, le téléphone diffusant toujours, et moi debout immobile avec mes mains visibles. L'officier principal demanda ce qui se passait. Monsieur Henderson n'hésita pas. Il pointa Selena du doigt. Elle a saccagé mon bureau, attaqué sa sœur et dépose un faux rapport en direct. J'ai les images de sécurité prêtes. Selena essaya de pivoter l'arme, affirmation mais les officiers n'étaient pas concentrés sur sa performance. Ils étaient concentrés sur l'appareil dans sa main qui transmettait toujours. Madame, posez le téléphone. Je suis une victime, hurla-t-elle. Mes abonnés regardent. Bien, pensai-je. Laissez-les faire. Ils lui retirèrent le téléphone, la retournèrent et la menottèrent. Les clics furent assez forts pour que le direct les capte. Les commentaires firent exploser la sympathie s'effondrant dans le sport favori d'Internet, se retourner contre un menteur. Alors qu'il la faisait sortir, pleurant pour de vrai maintenant, je m'approchai de l'officier tenant le téléphone et sortis un dernier papier de mon sac. Officier, pendant que vous traitez le faux rapport et l'agression, pouvez-vous signifier ceci aussi? Je lui tendis l'avis d'expulsion. Elle et sa mère sont en violation de propriété chez moi. Je veux qu'elle soit expulsée immédiatement. 24 heures pour récupérer les effets personnels. Sous surveillance. Il le lut une fois et hocha la tête. Nous allons nous en occuper. Je me penchai vers le téléphone sur la table toujours chaud, toujours en direct et parlais calmement, juste pour le public. Fin de la diffusion. Puis je mis fin au flux. Cynthia ne partit pas comme une reine. Elle partit escortée, serrant son sac à main, plaidant bruyamment sur son âge, son impuissance, son histoire de « nulle part où aller », tout ce qui pourrait lui redonner le contrôle. Je ne regardais pas. Je ne ressentis pas de culpabilité. Je ressentis ce que l'on ressent quand un long audit se termine enfin, épuisé, mais satisfaite que les chiffres s'équilibrent enfin. Je conduisis jusqu'à la maison, celle que j'avais entretenue pendant qu'elle me traitait comme une squatteuse, et entrai dans le silence. Pas de cris, pas de demandes, pas de critiques. Juste le calme. À la table de la cuisine, j'ouvris mon ordinateur portable. Le virement n'était pas encore arrivé, mais la notification de la division des fraudes l'était, enquête en cours. C'est suffisant. Puis j'ouvris le tableur que j'avais tenu pendant 5 ans. Les coûts de soins de papa, chaque heure de travail, chaque facture, chaque indignité assignée à un taux du marché. Total, 300 000 $. Je fixai le nombre. Puis je regardai autour de la maison payée qui était enfin, légalement, la mienne. Je surlignai la colonne et appuyai sur supprimer. Grand livre propre. Rupture nette. Elle pensait que j'étais la bonne.
Elles avaient oublié que la bonne détient les clés de chaque pièce. Et maintenant, j'étais la seule qui restait à l'intérieur. Si vous avez déjà dû devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre juste pour survivre à la vôtre, partagez ceci.